ilifala tia Mourinho kotoyo. Bongo Mbappé uche wapi? Abetira wapi? Yango tekada futere. Mapesa nga kochinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga toye bakakika kote. Bofingi pe mingi. Okazo yango boko te. Yomoko koche, koche, yomoko, yomoko, yomoko koche, koche, yomoko, yomoko. Bon marqué? Jeu de 5 billes, c'est simple et facile. Et Beta Makanamboumaou, ils en ont 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion. Madame, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes déjà en ligne. Bonjour, bon dimanche, partout où vous êtes. Peut-être vous nous avez suivi avec un petit retard, mais ce n'était pas c'est pas du tout un retard. Mais nous sommes heureux de vous retrouver encore ces dimanches nombreux, déjà chez vous pour suivre l'analyse d'aujourd'hui sur l'actualité de la semaine. Vous le savez, la semaine était marquée par plusieurs sujets. C'est notamment les révélations du président de la République à l'est du pays, et c'est notamment la magistrature suprême. Au sein de la magistrature, il y a des têtes qui tombent déjà. Les magistrats suprêmes avaient dénoncé la corruption au sein de l'appareil judiciaire. Nous allons en parler puisque des têtes aussi commencent déjà à tomber, nous allons en parler. Et nous allons évoquer plusieurs d'autres questions, c'est notamment la question de Martin Fayulu qui promet mobiliser la rue pour dire non à la loi électorale. Alors, pour parler de tous ces sujets, nous sommes là, vous nous voyez déjà, avec mon collègue Eric Mwamba du Grand Journal, journaliste d'investigation depuis Australie. Et Eric, bonjour et bienvenue dans ces nouveaux numéros de HK Today pour ce week-end. C'est dimanche, nous allons terminer la semaine avec l'actualité. D'abord, on commence par rendons-nous d'abord à Goma, où nous allons encore reprendre les déclarations du président de la République qui a fait des révélations qui a surpris tout le monde, des révélations qui ont surpris tout le monde. Alors, est-ce que vous avez aussi été surpris par ces révélations du chef de l'État, notamment au sein de la magistrature suprême? Oui, bonjour HK, bonjour tout le monde. Bon, nous, au Grand Journal, on n'a pas été tellement surpris puisque une des déclarations choc du chef de l'État, c'est autour de la magistrature. Il dit qu'il n'est pas satisfait. J'ai suivi un peu, comme d'habitude, les analystes de tous bords qui sont revenus sur ça pour dire que le président dénonce, il embarrasse les institutions en tant que garant du bon fonctionnement. Il ne doit pas faire ce genre de déclarations. Il n'est pas opposant. J'ai suivi les déclarations de toutes sortes, mais il y a des analystes qui pensent qu'il est allé trop loin. Il y a des choses qui sont appelées à être gardées secret d'État. Et là, il a mis tout à la place publique. Et les gens regrettent de cette manière d'apprécier les choses par les présidents. Bon, moi, je comprends, c'est les personnes qui parlent dans ce sens-là, puisque c'est un problème d'habitude. Et les Congolais ont été habitués par 32 ans de dictature, et puis il y a eu un autre régime issu de rébellion qui a installé un régime policier dans le pays. Donc, les Congolais n'ont connu que ça. Donc, Félix Tshisekedi est venu avec un système de gouvernance qui est basé sur la redevabilité, c'est-à-dire que il gouverne le pays de bas vers le haut, comme on construit une maison de bas vers le haut, c'est-à-dire qu'il fait une communication un peu immergée dans la population. Il n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis son avènement au pouvoir, au mois un mois seulement après.
il a lancé le projet de 100 jours à l'échangeur délimité, c'est-à-dire il a rompu avec le système traditionnel de l'information où on utilise les médiums. Généralement, c'était la télévision nationale congolaise, la RTNC, où on faisait des enregistrements pour les diffuser en différé après plusieurs montages, etc. Donc, Félix Tshisekedi va au contact de la population. Déjà, il avait donné le temps avec le lancement des travaux de 100 jours. L'échangeur délimité, pour ceux qui connaissent Kinshasa, c'est en plein cœur de la mégapole Kinshasa pour les gens qui viennent faire Tango, Limité, Lemba, c'est un peu au milieu. Le président est allé là-bas devant la foule de Congolais. Il a lancé le projet de 100 jours. Et on l'a vu aussi après à Kinshasa en train de dialoguer avec les marchands de ce qu'on appelle les Ando, les marchés centrales. On l'a vu qui descend de son cortège pour prendre soin d'un motard. On l'a vu s'arrêter en provenance de l'église pour s'occuper d'une famille qui était déguerpie. Donc, c'est une nouvelle méthode de gouvernance qui inclut la population et qui est basée sur la redevabilité. À chaque étape, il faut dire à la population ce qui se passe. Et en ce qui concerne les révélations de l'Est, il dit qu'il n'est pas satisfait du travail des magistrats. Il n'est pas satisfait. C'est-à-dire, ce n'est pas une dénonciation, c'est un appel à la responsabilité. C'est un appel à l'amélioration du travail. C'est-à-dire, parce que là, le président a dit, même les magistrats que j'ai nommés, en qui j'avais confiance pour l'instauration d'un état de droit, je ne suis pas satisfait de leur travail. C'est-à-dire... Alors, sur ces points précis, j'ai suivi la voix de Sans-Voix qui réclame la démission du conseiller en communication du président de la République qui pense que l'interview n'était pas bien préparée. Puisque le président de la République est allé jusqu'au point de dire que j'avais même confiance en ces magistrats. Si vous pouvez revoir encore votre... voilà. Le président de la République dit dans cette interview qu'il avait confiance en ces magistrats, mais il est déçu de leur travail. Alors là, je vois la voix de Sans-Voix qui réclame la démission du conseiller en matière de communication. Est-ce que vous avez aussi un avis là-dessus? Bon, moi, j'ai beaucoup de choses à reprocher à l'équipe de communication du chef de l'État, mais pas nécessairement sur ce dossier précis, puisque le socle de l'action du président Félix Tshisekedi, c'est l'instauration d'un état de droit qui est basé sur le travail de la justice, donc l'administration de la justice, c'est ça son socle. Donc, en tant que magistrat suprême, il a le regard sur ça et il dit à la population que lui n'est pas satisfait. En fait, ce sont des choses que tout le monde connaît, qui se murmurent, parce que le président a même allé plus loin en disant que lorsque les magistrats travaillent sur des dossiers de corruption, par exemple, ils doivent ramener les sommes d'argent qui sont détournées dans la caisse de l'État. Moi, je pense que c'est une bonne façon de communiquer, de rendre compte à la population sur la manière, puisque la justice élève une nation, comme on dit. Si le travail de la justice ne se fait pas correctement, si les magistrats ne font pas leur travail correctement, on ne saura pas instaurer un état de droit. Que ce soit qu'il s'agisse de l'armée, comme le président parlait de la mafia dans l'armée, il a parlé de la mafia des magouilles, dans les restes des administrations de l'État. La justice fait partie des administrations de l'État. Il est resté dans sa logique globale de considérer qu'il faut extirper la corruption des systèmes de gouvernance publique et il parle à la population directement. Effectivement, mais il y a beaucoup de gens étaient frustrés un peu par rapport à certains propos, notamment c'est la question du salaire. Bien sûr, moi personnellement, je me suis dit qu'il y a des questions qui pouvaient peut-être être retravaillées un peu. Est-ce que vous pensez qu'il a vraiment il a satisfait tout le monde sur base de toutes ces questions qui lui étaient posées? Bon, Ashka, tu sais, comme j'ai dit, c'est une nouvelle façon de gouverner, puisque même les associations, que ce soit les associations de défense des droits de l'homme,
les associations de la société civile, tous les systèmes congolais, d'une manière générale, fonctionnent un peu dans le système de l'opacité, puisque même les associations de défense des droits de l'homme reçoivent des fonds internationaux. Ils n'ont jamais rendu le compte. Même dans leur système de rotation, dans l'administration des ONG, etc., on voit ce sont les mêmes personnes qui dirigent les ONG depuis des années, depuis leur création, que ce soit pour les partis politiques. En fait, le système congolais général est corrompu, même pour les ONG et d'autres types de sociétés. Donc, c'est tout à fait normal qu'eux, ils voient de mauvais œil un nouveau système basé sur un président qui n'a pas, qui parle sans langue de bois, qui parle dans certains dossiers sans diplomatie. Et concernant la question des salaires, moi je pense que je peux interpréter ça comme le président n'a pas voulu choquer l'opinion, puisque n'oubliez pas qu'il a gouverné avec les anciens dignitaires de l'ancien régime de Kabila, dont la corruption et l'enrichissement illicite, l'enrichissement personnel était le mode de gestion. Donc, le président a trouvé ce système en place avec un gouvernement issu de la majorité présidentielle de l'époque. Et dans la même communication, dans la même interview, il a dit que lui soutient la réduction du train des institutions de l'État. Là, c'était tout dire. Ça veut dire tout simplement que les institutions bouffent la grande partie des recettes, la grande partie des fonds publics. Lui soutient le fait de dire que lui soutient la réduction du train de vie des institutions. Je pense que c'était tout dire. Alors, Eric Mwamba, je rappelle que vous êtes journaliste d'investigation et vous pesez tout ce que vous êtes en train de dire. Mais puisque nous parlons de la corruption qui a été annoncée par le chef de l'État avec sa dernière énergie, et je vais vous donner une petite révélation. C'est une vidéo d'une caméra cachée de nos amis qui ont filmé Matata Mponyo qui s'adresse aux étudiants en leur disant ceci. Celui qui veut combattre la corruption, c'est combat lui-même. C'est-à-dire qu'il va laisser sa tête avant de finir avec la corruption. Je vous donne cet extrait de quelques secondes. Suivez et vous allez me dire si Matata a raison, ou il a répondu à Félix Tshisekedi, ou il a dit seulement pour dire devant les étudiants. Suivez cet extrait, je reviens à vous. Mais il faut savoir comment on les fait. Laissez-moi vous dire que la corruption, moi j'en ai l'expérience, la corruption, c'est un monstre à plusieurs têtes. Et ne pensez pas quand vous avez coupé une tête, le monstre est mort. La corruption, telle que vous la voyez là, 99% de la corruption est managée par moins d'1% de la population. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Moins d'1% de la population. Prenons, nous sommes 80 millions de Congolais. Ce n'est même pas 300 000 Congolais qui gèrent les 99% de la corruption. Et ces gens-là sont recrutés pas à Kingasani, pas à Kimbatseke. Ces gens-là sont effectivement dans les structures du pouvoir, dans l'armée, dans la police, dans les partis politiques, dans les fonctions institutionnelles que vous connaissez. Et la lutte contre la corruption, ça n'a jamais été quelque chose de facile. Ce n'est pas une partie de ping-pong ou une partie de football, non. Quand on vous dit que la lutte contre la corruption mange parfois ces initiateurs, ce n'est pas de la blague. Parce que, imaginez-vous, quelqu'un qui vit de la rente. Je vous ai expliqué ici. Voilà, donc merci beaucoup. Là, vous avez suivi Matata Mponyo. Eric Mwamba, vous avez suivi Matata Mponyo qui pense que combattre la corruption, vous risquez de laisser votre tête avant même que la corruption ne finisse.
vous allez partir avant la corruption. Est-ce que, moi, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas une réponse à Félix Tshisekedi qui s'est dit, qui a dénoncé la corruption, qui dit j'ai trouvé une corruption qui est à un niveau inimaginable. Et Matata lui dit si tu combats la corruption, tu risques de laisser ta tête avant que la corruption ne te quitte. Est-ce que tu as un avis par rapport à ça? Bon, c'est tout à fait normal, hein, dans tous les systèmes corrompus du monde, que ce soit en Italie ou en Amérique latine, où on a des gouvernances basées sur la prédation des ressources, les trafics de drogue, les trafics d'armes, les blanchiments d'argent. L'homme au pouvoir est toujours sous l'œil des trafiquants, donc sous l'œil des criminels à col blanc, c'est-à-dire que si tu ne protèges pas leurs intérêts, ils te descendent, ils descendent ton régime. C'est comme ça que tu as vu même depuis les 20 dernières années, depuis que l'AFDEL est arrivé, la partie Est de la RDC qui est riche en minerais et en d'autres ressources naturelles était toujours en proie à des rébellions. C'est-à-dire que le mode opératoire des bandes organisées, c'est que soit tu collabores avec eux, soit ils occupent une partie du territoire, ils exploitent les ressources et puis ils te font chanter. Ils te poussent soit à la négociation, soit ils te font le coup d'État ou soit tu es assassiné. Exact. Donc, c'est tout à fait normal. C'est comme ça que les bandes organisées, ce qu'on appelle Vous avez suivi lors du procès des 100 jours, on avait parlé des infractions intellectuelles, donc des crimes intellectuels. Donc, c'est les crimes à col blanc. Donc, c'est le message de Matata Mponyo est clair et il fait partie de cette perspective, de cette gouvernance de la prédation, cette gouvernance des bandes organisées, des criminels à col blanc. Exact. Alors, puisque nous en parlons, je vous amène à la Cour de cassation. Il y a eu des têtes qui tombent déjà. Puisque je ne sais pas si ils se sont rendus compte que le chef de l'État est en colère. Il y a des suspensions déjà. Il y a des magistrats révoqués. Alors, vous avez appris aussi ça. Est-ce que c'est quand même une satisfaction? On peut dire que oui, Fachi, il regrette les niveaux de la corruption au niveau de la justice, mais en même temps, il le frappe. On peut conclure comme ça. Oui, absolument. Il faut regarder pour comprendre ce qui se passe ou bien la communication du chef de l'État. Il faut inscrire ça. Il faut regarder l'ossature du gouvernement. Le ministère de la Justice est entre les mains d'une activiste des droits de l'homme, Rose Mutombo, qui est une activiste des droits de l'homme de la société civile de longue date, qui a toujours milité pour la distribution d'une justice transparente. Et vous avez suivi même dans la communication du président, le président a envoyé une pique à la ministre pour lui dire que j'attends les propositions. Lorsqu'on lui a posé la question même concernant les mesures de grâce qui devraient être prises. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de vitesse. Le président prend un peu une vitesse de croisière à tel point que ses collaborateurs n'arrivent pas à suivre. C'est comme ça qu'en pleine interview, il envoie une pique à la ministre. Il dit « J'attends des propositions ». Donc, en principe, que ce soit, il a dit les magistrats que j'ai nommés, en qui j'ai placé confiance. Je ne suis pas satisfait de leur travail. J'attends que la ministre de la Justice me fasse des propositions. Tu vois, tout ça, ça montre tout simplement que le président de la République est mis sur un autre tempo alors que les membres du gouvernement, la magistrature, l'armée pensaient qu'on va continuer dans l'ancienne logique. Alors, pour ceux qui peut-être qui me posent la question, qui sont les magistrats révoqués? Je ne sais pas, Eric, vous avez des noms ou je peux très rapidement trouver les noms ici? Oui, tu peux trouver les noms. Je n'ai pas les noms devant moi, mais il faut dire que c'est une vague. Hein? C'est une vague. Il faut préciser que ce n'est qu'un début. Il y aura un nettoyage dans la magistrature. J'ai retrouvé des noms. J'ai retrouvé des noms. Il s'agit de Massani Machi Hippolyte, qui est le président, qui est suspendu, révoqué même.
matricule D000 475. Il y a aussi deuxième, il y a Ayanga Sombe Bambale Blaise, qui est conseiller, matricule D000 617. Il y a le troisième, c'est Kitenge Ndibu John, qui est aussi conseiller. Et son numéro matricule, c'est D000 892. Il y a une quatrième personne, je n'ai pas retrouvé son nom ici. Peut-être c'est dans un autre document. Alors, puisque nous parlons de ces têtes qui commencent à tomber au sein de la justice, je sais que la justice comprend que le chef est en colère, mais le chef a évoqué aussi la question. Tu as évoqué la question tout de suite. Tu as dit, j'attends des propositions du ministre de la Justice. Et là, c'est sur base de la question en rapport avec Vital Kamerhe. Et le chef a dit en concluant, il dit, je regrette de voir Kamerhe dans les conditions dans lesquelles il se retrouve aujourd'hui. Kamerhe jouera un rôle très important dans ce pays. Veut-il dire que Kamerhe sera peut-être son dauphin en 2028? Qu'est-ce qu'il veut dire par là exactement? Bon, je pense que le président est resté quand même égal à lui-même. Hein. Il est resté constant en ce qui concerne la séparation des pouvoirs. Oui. Il a dit que ce qu'on peut lui reprocher, c'est le fait qu'il n'est pas intervenu pour empêcher la justice de faire son travail. Puisqu'il y a une autre partie de l'opinion qui l'accuse d'avoir mis Vital Kamerhe en prison puisque c'était un opposant lors des prochaines élections. Non, ce n'est pas une autre partie. C'est l'Église catholique qui l'a annoncé que c'est un concurrent politique qui a été mis à l'écart pour se dresser les chemins de 2023. Ça, c'est l'Église catholique. Exactement. L'Église catholique dit ça de toute personne. Lorsqu'on veut poursuivre les gens, lorsque la justice veut faire son travail, lorsqu'il y a un citoyen qui lance même un débat démocratique, un débat citoyen, comme dans le cas de Noël Chani, avec l'idée sur le verrouillage des fonctions souveraines, tout de suite, on voit le président de la République qui est en train d'écarter les opposants. Moi, j'aimerais qu'un jour, on fasse une émission pour expliquer à la population quel est le poids de chaque personne s'il y avait élection aujourd'hui. Moi, je pense que le président de la République concernant Vital Kamerhe, il s'est prononcé pour la première fois sur ces dossiers en expliquant les circonstances dans lesquelles ces dossiers a été lancé. Et il a même dit qu'il avait appelé son directeur de cabinet de l'époque en aparté pour lui demander si les accusations portées dont le Premier ministre et le ministre de la Justice avaient parlé lors de ce conseil des ministres-là, faisaient partie des dossiers gérés par lui. Et M. Kamerhe avait dit que ce n'était pas concerné. C'est-à-dire que le président veut laisser la justice faire son travail et lui, en tant que légaliste, il a opté pour cette posture-là de respecter le principe de séparation des pouvoirs. Mais je pense qu'en tant que citoyen, puisque le président de la République, il est aussi citoyen, en tant que citoyen, il a émis un avis de dire que Vital Kamerhe, il connaît son intelligence, son expertise, c'est un homme politique, il pense qu'il va jouer un rôle. Mais j'aimerais quand même préciser que quand on dit que quelqu'un comme Vital Kamerhe doit jouer un rôle, mais je ne pense pas que forcément c'est à titre personnel, puisque jusqu'aujourd'hui, Vital Kamerhe joue un rôle dans la politique de la RDC à travers son parti, l'UNC, dont une dame, Madame Kambaya Boatia, est l'un des directeurs du cabinet du président de la République, et l'UNC a des personnes qui sont des ministres dans le gouvernement, des personnes qui sont au Sénat, à la députation, ainsi que dans d'autres administrations. Moi, je pense que Vital Kamerhe joue toujours son rôle. Mais si demain, le dossier était totalement clôturé, puisqu'il faut savoir que même les mesures de grâce présidentielle, il y a des conditions pour qu'une personne soit graciée. Oui, Eric, il y a dans les propos du président de la République, Félix Tshisekedi, quand nous essayons de collecter ou de
de mettre ensemble des petites parties de l'histoire, je me rends compte que et Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe tous accusent, ils sont surpris d'abord de la situation qui leur est arrivée, et c'est comme s'ils accusent les FCC, puisque Kamerhe, avant d'aller en prison, il dit « Peuple congolais, je vais vous dire que celui qu'on cherche, ce n'est pas Kamerhe. On cherche Félix Tshisekedi. » Et là, il a blanchi Félix Tshisekedi. Et du coup, quand Félix Tshisekedi prend la parole, il dit « J'ai appelé Vital Kamerhe dans mon bureau. » Il n'était pas ni lui-même Tshisekedi dans les conseils des ministres, ni lui-même Kamerhe dans ces conseils des ministres-là. C'était son directeur de cabinet, le directeur de cabinet de Vital. Et c'est ainsi que les FCC, profitant de l'absence de ces deux grandes personnalités, le président et son directeur de cabinet incriminés, ils ont monté les dossiers pour arrêter Kamerhe. Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui, conclure que Tshisekedi et Kamerhe ont été victimes du FCC? Non, j'aimerais... Si vous vous rappelez, Félix Tshisekedi dit, il a appelé Kamerhe, il lui a dit, est-ce que ces dossiers-là dont on évoque, tu es concerné? Vital Kamerhe lui a dit non. Ce n'est pas un grand problème, je ne suis pas dedans. Non, il faut d'abord préciser que le président était dans le conseil des ministres. C'est Vital Kamerhe qui n'était pas dans, puisque à l'époque de Ilunga Kamba n'a présidé aucun conseil des ministres. Tous les 53 conseils des ministres ont été présidés par les chefs de l'État lui-même. Et ce jour-là, le président était dans le conseil des ministres et c'est lui qui présidait. Sauf que dans chaque conseil des ministres, même quand c'est présidé par le président de la République, le Premier ministre fait sa communication. Et c'est lors de la communication du Premier ministre que le Premier ministre Ilunga Kamba avait soulevé les dossiers de Vital Kamerhe. Et avant même que le président n'intervienne, le ministre de la Justice de l'époque, Tunda Yakasende, dira au président, oui. Monsieur le Président, permettez-moi de lancer des enquêtes judiciaires. C'est comme ça que le président appellera Vital Kamerhe plus tard pour lui poser la question. Et Vital l'a rassuré. Est-ce que c'est un peu malheureux? Moi, je trouve que c'est un peu malheureux. Au Congo, on aime trop personnaliser les affaires de l'État. Les affaires de l'État sont conduites par les institutions. Nous avons qui sont le président de la République, le gouvernement, le Parlement et l'appareil judiciaire. Mais on veut trop ramener, quand vous regardez la plupart même des débats lors des émissions à la télévision, ça ne permet pas aux gens qui nous suivent d'acquérir la connaissance, le savoir, la culture, puisque tout est personnalisé, tout est individualisé. Il faut que les débats républicains soient basés sur les principes de fonctionnement des institutions pour permettre à la population de savoir comment les institutions fonctionnent. Le ministre de la Justice, ou n'importe quel citoyen d'ailleurs, a le droit, n'importe quel citoyen congolais a le droit, au nom de la loi, de saisir une juridiction du droit écrit par rapport à la gestion des affaires publiques. Et dans le cas de M. Kamerhe, les poursuites ont été lancées initiées par le ministre de la Justice. Quoi de plus normal? Sauf que le président, si vous regardez bien comme tu l'as rappelé, le président et Vital Kamerhe sont toujours en symbiose. Son parti travaille toujours avec le président. C'est pour dire tout simplement que je pense que si la procédure se termine et que Vital Kamerhe se retrouve dans les conditions de bénéficier d'une mesure de grâce présidentielle, je suis 100% sûr que le chef de l'État n'hésitera pas de le faire. Exactement. Alors, donc, nous l'avons senti même dans ses propos qu'il les regrette et il est peut-être prêt à prendre une décision aussi lourde par rapport à Vital Kamerhe. Bon, il y a des gens qui accusent Vital Kamerhe, qui accusent Tshisekedi d'être à la base de cette arrestation dont notamment l'Église catholique. Alors, puisque nous parlons de l'interview, c'est ce qui a fait l'actualité de la semaine, les chefs de l'État est revenu sur les 500 dupes qui doivent être remis, ou 500 véhicules qui doivent être remis aux députés, 500
à l'Assemblée nationale. Il s'est exprimé et du coup, Martin Madidi Fayulu, qui est un poids lourd de l'opposition, comme on a toujours appelé les poids lourds, on en a parlé d'ailleurs la fois passée. Alors, Martin Madidi n'était pas content de cette déclaration. Il a aussi fait son speech. Je crois, je vais vous donner un extrait ici, mais il promet appeler la population à aller dans la rue pour réclamer, d'abord, il ne veut pas accepter la loi électorale. Il dit cette loi rend cette structure qui est chargée d'organiser des élections et qui est censée être apolitique, mais la CENI est à presque 100% gérée par les politiciens. Martin Fayulu n'est pas d'accord. Et des deux, ils ont écrit à Mbosso de vendre ces véhicules 500 et remettre de l'argent dans la caisse de l'État. Quelle est ton analyse là-dessus? Bon, HK, c'est un peu malheureux puisque moi, sans même tenir compte de ce que le président de la République a dit, nous, en tant que journalistes, notre travail est basé sur la vérification des faits et la présentation de preuves. Ça, ce sont des fondamentaux du journalisme. C'est la base même de notre travail, oui. Oui, et je pense que même un homme politique est responsable, puisqu'on a vu dans ces dossiers de 500 DIP, plusieurs émissions organisées à gauche, à droite, qui ont fait défiler des hommes politiques, des journalistes, des chargés de communication, etc. Mais personne, moi là où je suis scandalisé, c'est que personne n'a présenté une preuve, puisque les DIP... ce qui devrait m'intéresser, moi, c'est, par exemple, ceux qui accusent le président de la République d'avoir acheté des DIP pour corrompre les députés, devraient nous montrer, puisque là, on parle de millions de dollars. Donc, ce qui devrait m'intéresser, moi, c'est de voir de preuves, des documents qui attestent que l'argent est sorti du compte de trésor X pour entrer du compte de la banque commerciale X, et de là, l'argent est allé, par exemple, chez un concessionnaire de voitures Y. C'est puisque là, il faut jouer avec les pièces comptables, donc il faut jouer avec la comptabilité. Et en matière de gestion des dépenses, excusez-moi, en matière de gestion des dépenses publiques en RDC, nous avons 3 institutions qui constituent ce qu'on appelle la chaîne de la dépense. Nous avons le ministère des Finances, le ministère du Budget et la Banque centrale du Congo. De sorte que s'il y a un ordre de paiement qui est donné par une autorité qui n'avait pas la qualité de les faire, ou soit qu'il les fait de manière indue en abusant de son pouvoir, les documents comptables, les documents bancaires devrait constituer le soubassement pour établir des pièces irréfutables montrant qu'il y a eu corruption ou il y a eu détournement des deniers publics ou pas. Dans le cas d'espèce, il n'y a aucun document qui existe. Ce qui allègue, il parle d'un audio qui avait circulé, mais qui doit être aussi authentifié, puisque les audios avec aujourd'hui dans la plupart des pays, l'administration de la justice de la plupart des pays aujourd'hui ne prend pas en compte les documents audio ou écrits qui circulent sur Internet à cause du caractère manipulable des réseaux sociaux, du caractère manipulable de l'Internet. Donc, les documents, que ce soit audio ou écrit, devraient être authentifiés. Donc, à mon sens, en tant que journaliste d'investigation, dont le travail est basé sur les documents, sur les preuves et les preuves qui doivent être interprétées, analysées par les experts afin d'être authentifiées, il n'y a aucun document dans ces dossiers et par conséquent, je considère que c'est un faux débat puisque ce n'est pas la première fois que l'Assemblée nationale octroie des DIP aux députés. Ce n'est pas la première fois. Donc pour moi, je considère que c'est un faux débat et le président a même dit que l'Assemblée nationale jouit de son autonomie financière et tout le monde le sait. Et ça, moi aussi, ça m'inquiète puisque les hommes politiques, même d'autres médias, se permettent de spéculer sur l'information. Puisque Martin Fayulu a été, d'après certains
certains fidèles de Martin Fayulu. Il était élu, si c'est avec plus de 60, je ne sais pas. Et ces gens travaillent dans tous les ministères là. Pourquoi ne pas tracer, comme tu le dis, la sortie de l'argent de la Banque centrale jusqu'au ministère, jusqu'au là où on a acheté des véhicules? Ça présenterait un peu une situation beaucoup plus précise, qu'on ne cherche pas, on ne marche pas sur des spéculations. Voilà, l'argent est venu de tel, et il nous amène chacun son intention pour convaincre l'opinion. Eh bien, voilà, moi un peu, ça m'inquiète un peu. Alors, puisque cette émission aujourd'hui, nous avions prévu que les gens puissent interagir, je vais te donner quelques questions. Il y a d'abord Florent Foka qui dit ceci. Je suis certain que Vital Kamerhe est pour quelque chose. D'où vient cet enrichissement exponentiel? Là, c'est la question posée à vous. Je ne sais pas si vous avez une réponse tout de suite à donner à Florent Foka. Il dit, bon, s'il sera le travail des juges. Ça, c'est le travail des juges. Il a déjà été condamné au premier degré et au deuxième degré. Et je pense que ils sont en train de se préparer à saisir la Cour de cassation qui est la dernière instance, et la Cour de cassation va confirmer ou infirmer les jugements du premier et du deuxième juge, et on va clore ces dossiers. Mais il y a aussi, si le jugement est confirmé, il est de prérogatives constitutionnelles du président de la République de gracier qui il veut. Et le Parlement peut aussi voter la loi d'amnistie pour amnistier qui il veut et proposer au chef de l'État pour la promulgation. Donc, il n'appartient pas à Eric Mwamba ou à HK ou bien à un de nos téléspectateurs de décider qu'il est coupable ou pas. Eric, mon conseil sera de ne pas demander au chef de l'État de gracier pour l'instant Vital Kamerhe. Puisque vous savez, ça va frustrer beaucoup de gens. Je n'ai pas encore fini. Ça va frustrer beaucoup de gens, puisque nous l'avons démontré dans cette émission Noir sur Blanc, que 57 millions de dollars ont été livrés sans aucun contrat. Sans aucun contrat. Il y a juste un avenant qui existe, mais pas un contrat pour 57 millions de dollars. Et si on gracie une personne du coup comme ça, puisque pour des considérations politiques, mais les chèques qui sont là en prison, qui ont volé des pains, qui ont parfois d'autres qui se sont battus dans leur... Il va falloir là vider toute la prison. Ça, c'est mon avis. Alors, c'est juste un avis personnel. Tu peux continuer, mais avec cette question, il y a Alphonse Maccabi qui dit « Moi, je pense qu'il faut retirer la confiance de toute l'UNC autour du président de la République. » Est-ce que vous avez une réponse? Bon, moi, j'aimerais que nos émissions soient plus basées sur les principes qui régissent le fonctionnement des institutions. C'est-à-dire, au lieu de personnaliser, puisque même la loi, la mesure de grâce présidentielle est corollaire aux conditions. Donc, on ne gracie pas, un président de la République ne se lève pas un matin, il gracie les gens. Donc, il y a des conditions qui sont déjà fixées par la loi. Le procès de Vital Kamerhe est encore en cours, puisque les avocats de Vital Kamerhe n'ont pas accepté le premier et le deuxième jugement. Donc, ils sont maintenant, je ne sais pas si ils ont déjà saisi la Cour de cassation ou ils vont aller à la Cour de cassation. Un procès en cours ne peut pas faire partie des mesures de grâce. J'aimerais que ceux qui nous suivent comprennent le fonctionnement des institutions plutôt que de personnaliser. Donc, le dossier de M. Kamerhe, si aujourd'hui, il y avait des mesures de grâce à accorder, comme le chef de l'État le fait chaque fois à l'occasion des grands événements, le dossier de M. Kamerhe ne fera pas partie de la liste des personnes agraciées, non pas qu'il s'appelle Vital Kamerhe, mais tout simplement puisque c'est un dossier en cours, puisque la défense de Vital Kamerhe a refusé d'accepter le verdict du deuxième juge. Ça, c'est l'élément numéro 1. L'élément numéro 2, parmi les conditions, il faut que le prisonnier ait purgé une partie importante de sa peine. Donc, si comme dans le cas de M. Kamerhe, par exemple, le troisième juge, c'est-à-dire que la Cour de cassation
confirmer le jugement de 13 ans ou de 20 ans, puisque n'oublions pas que la Cour de cassation peut revenir au jugement de 20 ans. Donc, si la Cour de cassation revient au jugement de 20 ans, pour que M. Kamere bénéficie d'une mesure de grâce ou de la loi d'amnistie, il faut qu'il purge au moins la moitié de cette peine. Et si le juge de cassation confirmait le verdict de 13 ans, il faut qu'il purge au moins la moitié de cette peine et il faut qu'il se comporte comme un prisonnier exemplaire qui ne crée pas de troubles, qui ne provoque pas de nouvelles infractions. Donc, moi, j'aimerais que les Congolais qui nous suivent comprennent le fonctionnement des institutions au lieu de se lancer dans des spéculations. Donc, un président de la République ne peut pas se lever un matin et puis il dit non, je veux gracier. Non, ça ne se fait pas comme ça. Exact. Merci beaucoup, Eric. Là, je vois la déclaration aussi de Maria. Maria, c'est notre fidèle qui nous suit très souvent depuis l'Angleterre. Donc, Banatou à Londres, je vous salue aussi à travers cette émission, à travers Maria, qui est fidèle à nos émissions, qui dit que le président devrait limiter ses déclarations, surtout en ce qui concerne les dossiers de Vital Kamerhe. Alors, passons à autre chose, Eric. Peut-être vous avez un mot, mais il y a aussi quelqu'un d'autre. Nasekisayo, Nazong Sawana, Nalingala, Mutumoko Alobiboy, Abi, Kozala Muluba, et ça, non, c'est une maladie. Ça, c'est un commentaire. Hein? Quelqu'un qui dit Kozala Muluba, c'est une maladie. Je ne sais pas qu'est-ce que Muluba a fait. Est-ce que c'est moi ou ce. Bon, enfin, merci beaucoup. Il s'appelle Lolo Lolo. Voilà, Kozala Muluba, c'est une maladie. Ce genre de choses. Moka Ezana, c'est triste, vraiment. Alors, l'autre question. J'aimerais dire un mot par rapport à son commentaire, hein, juste un petit mot. Oui. Par rapport à son commentaire. Ah, BBC de la non. En fait, en principe, les médias, nous sommes dans un média interactif. C'est-à-dire, ceux qui nous suivent ont le droit de participer au débat par rapport aux sujets qui sont traités. Et c'est ça la beauté des médias interactifs. C'est-à-dire que les animateurs des émissions ou les experts qui participent à des émissions n'ont pas le monopole de la connaissance, n'ont pas le monopole de l'expertise. Oui. C'est pour cela que les médias interactifs permettent à ceux qui suivent de participer en soulevant des aspects scientifiques, l'expertise, etc. J'aimerais tout simplement lui dire que s'il a envie de participer de manière scientifique, avec expertise, avec professionnalisme, ça pourrait aider ceux qui nous suivent d'enrichir leurs connaissances sur des sujets qui sont traités. Merci beaucoup. Merci, Eric. Nous allons terminer ce sujet par le dernier sous-point, qui est celui de Matata Mponyo, qui vient de nous donner les cours tout à l'heure sur la corruption. Il est encore une fois poursuivi pour 140 millions de dollars. L'information a été mise à la place publique la semaine dernière, non, au courant de cette semaine. Il est poursuivi. Il y a la Cour constitutionnelle qui a demandé une fois de plus au Sénat de pouvoir recevoir Matata Mponyo chez lui et lui donner des explications sur les 145 millions de dollars. Pour une petite anecdote, Matata Mponyo a géré cet argent. Il s'est considéré comme représentant des victimes dans l'opération de la zaïrianisation à l'époque, déclarée en 1973. Et il s'est dit qu'il y a eu des victimes qui ont perdu leurs biens meubles et immeubles et il fallait qu'on dédommage ces gens-là. Alors Matata Mponyo était comme leur représentant et il a préparé le dossier jusqu'à l'aboutissement du paiement d'un montant de 140 millions. Alors, après enquête, on s'est rendu compte qu'il n'y avait ni des victimes, ni les dossiers en question, ni des témoins. Les dossiers s'est réalisé entre Matata Mponyo seul et toute sa petite équipe. Alors, est-ce que vous avez un avis? Est-ce que Bahati Lukwebo va-t-il pour la deuxième fois protéger Matata et non le livrer à la justice? Ou cette fois-ci, il dira non, ces dossiers, je ne suis pas impliqué. Matata, tu peux aller à la justice, donner tes explications. Comment tu trouves la suite?
Bon, moi, j'aimerais encore revenir un peu sur le fonctionnement des institutions, puisque lors de la première demande du juge, il y a eu aussi trop de polémiques là-dessus. C'est-à-dire que les gens confondent, il y a plusieurs notions que les gens confondent là-dessus. Les gens parlaient de la levée d'immunité. Donc, dans le cas d'espèce, il ne s'agit pas de levée d'immunité. Le juge demande au Sénat ou à l'Assemblée nationale d'autoriser l'ouverture d'une information judiciaire contre un parlementaire, c'est-à-dire un sénateur, un député ou un sénateur. C'est tout ce que le juge demande. Et à ce niveau-là, normalement, quand vous regardez le fonctionnement des parlements dans le monde entier, il n'y a pas obstruction, puisque le Sénat ou l'Assemblée nationale ou la présidence de la République peut être accusé aussi d'obstruction à la justice, puisqu'il faut permettre à toutes les institutions de fonctionner. C'est-à-dire, un sénateur comme Matata devrait être tout simplement autorisé à se rendre librement. Vous vous rappelez, HK, lors de la première demande, Matata, qui s'est trouvé dans un pays africain, avait déclaré qu'il écourtait son séjour dans ces pays africains pour revenir au Congo et se présenter devant le juge. Mais c'est au niveau du Sénat que le Sénat a fait obstruction à cette demande de la justice. Moi, sans pour autant me prononcer sur le fond du dossier, puisque je ne connais pas le fond du dossier, mais j'ai tout simplement, pour le bon fonctionnement des institutions de la République, le Sénat devait tout simplement permettre au juge de faire son travail. Et le président de la République a martelé aussi là-dessus en disant qu'il n'a rien contre l'ancien Premier ministre Matata Mponyo, mais il faudrait tout simplement permettre à chaque institution de faire son travail. Voilà, donc c'est un peu ça. Je pense que c'est une très bonne chose. Est-ce qu'il y a encore des questions pour terminer pour aujourd'hui? VK a laissé les gens à la présidence pour tuer. Bon, enfin, ça. Merci beaucoup, Kapoko René. Merci. Vous deux, selon l'analyse, tout est bon selon vous. Vous ne croyez plus à une réalité de l'histoire des dupes, ainsi de suite. Merci beaucoup à tous les amis qui nous ont contactés. Vous êtes nombreux qui commentaient l'émission. Je ne sais pas, est-ce que, M. Eric, vous êtes en train aussi de lire les commentaires là-bas? Non, malheureusement, je pense que nous avons un système. Peut-être la technique peut nous aider. Chez vous, vous pouvez suivre aussi. Prochainement, vous allez lire les commentaires, comme ça, vous pouvez sélectionner et répondre. Merci beaucoup. Alors, je rappelle concernant l'affaire des DIP qui suscite beaucoup de polémiques, oui, je pense que les Congolais sont un peu dans les sensationnels, hein, c'est-à-dire il y avait d'abord l'affaire des cartes bancaires, il y avait, je ne sais pas moi, une autre affaire, mais dès qu'il y a eu l'affaire des DIP, tout le monde a oublié l'affaire des cartes bancaires. Et demain, je pense que si le président de la République fait une carte de vœux à sa fille qui va fêter son anniversaire, tout le monde va oublier l'histoire des DIP, etc. Je pense que nous devons être dans ce qui est consistant, nous devons être dans ce qui est utile pour la République, et aussi, il faudrait que les citoyens congolais constituent des contre-pouvoirs, c'est-à-dire c'est des associations de citoyens, des syndicats qui doivent revendiquer ou soit travailler sur les droits des Congolais, par exemple, les droits des consommateurs congolais. Il y a des problèmes d'eau, les problèmes d'électricité, les problèmes de construction des infrastructures de première nécessité, la gratuité de l'enseignement. Il y a plein de sujets auxquels les Congolais ne s'intéressent pas, mais ils sont plus dans les sensationnels en ce qui concerne des débats, je dirais, politiciens, qui ne sont basés sur aucun soubassement. Alors, merci beaucoup, Eric. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. D'abord, avant de terminer, je voudrais aussi annoncer que le secrétaire général aux mines vient d'être suspendu pour des raisons de mafia, détournement, corruption à grande échelle. Il vient d'être suspendu et mis à la disposition de la justice. Mais demain, nous allons revenir sur la question de Dan Gettler. Eric, vous avez enquêté beaucoup sur cette question. Dan Gettler refuse la décision de la justice puisqu'on avait suspendu les contrats et il dit qu'il ne se retrouve pas dans cette décision et il garde
il garde son contrat pour les lacs Albert, le pétrole du lac Albert pour lui, et les pétroles de l'embouchure du fleuve Congo. Pour lui, il ne reconnaît pas la décision de la justice congolaise. Ça, c'est ce qui vient de tomber, la déclaration de Dan Gettler sur cette décision de la justice congolaise. Est-ce que demain, tu as enquêté sur ces dossiers? Tu es journaliste d'investigation. Est-ce que nous pouvons revenir, analyser qu'est-ce que Dan Gettler veut dire tout simplement à la population congolaise à travers cette déclaration? Exactement. Nous avons beaucoup travaillé sur les dossiers concernant Dan Gettler, que ce soit dans les mines, dans le pétrole, dans le bois, etc. On peut organiser toute une émission, puisqu'il y a eu même à l'époque, il y a, je crois, 10 ans de cela, qu'un député britannique, Eric Joyce, avait inscrit la question au Parlement britannique sur Dan Gettler, qui a bradé des biens miniers de la République démocratique du Congo, qui les a bradés pour les revendre à des prix exorbitants sur les marchés internationaux et créer des entreprises dans les îles Vierges britanniques. Donc, c'est tout un dossier. Nous pouvons organiser toute une émission spéciale là-dessus pour éclairer la population. Voilà, on reviendra avec une émission spéciale demain. Merci beaucoup, Eric Mwamba, depuis l'Australie. Vous êtes à quelle heure là-bas? Oh, il est 19h04. 19h04. Ben, en France, vous êtes à quelle heure? C'est bon, hein? Merci de votre fidélité. Voilà comment nous relions le monde, puisque ici, aux États-Unis, à Los Angeles, il est 2h04. 2h04, l'heure à laquelle j'ai fait cette émission ici. Et voilà, je vous aime bien, chers amis, et je vous souhaite une très, très bonne journée, un bon dimanche dominical partout où vous êtes. Nous revenons avec les dossiers complets sur Dan Gettler, celui qui veut se prendre pour un petit prince, un petit dieu en RDC, puisqu'il est ami proche de Joseph Kabila. Nous avons des révélations, on est en train de travailler sur ces dossiers. Ne ratez pas ces numéros. On revient demain pour ces numéros avec moi et Eric Mwamba. Mais vous êtes sur notre chaîne pour la première fois. S'il vous plaît, avant de quitter, abonnez-vous. Abonnez-vous et recommandez l'émission aux autres personnes. Dites-leur qu'il y a des analyses aussi responsables sur HK Today Television. Merci beaucoup. Johannesburg, on nous dit qu'il est 11h. Merci, Bana Johannesburg. Je vous salue aussi. Là où vous êtes, France, on nous dit 11h05. Waouh, c'est bon. Merci beaucoup. Alors, chers amis, acceptez qu'on vous laisse par ici pour aujourd'hui. Merci beaucoup de votre fidélité et prenez bien soin de vous, comme je l'ai toujours dit. Travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Avant de quitter, abonnez-vous et faites abonner les autres, commentez l'émission, likez l'émission, dites-nous comment vous pensez de nos analyses. Je vous aime bien. Moi et Eric, nous vous aimons beaucoup. Alors, on vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Au revoir. Eh bien, foutez! Faux classement. Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu es wapi? Abetira wapi? Yango tika da foutere. Apesanga kotinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga toyebaka biloko te. bofingi mpe mingi okazi yango oyo boko te. Yomoko koje, koje, yomoko, yomoko, yomoko koje, koje, yomoko, yomoko. Bon marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanamboumaou, ils en ont 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.